va traiter aujourd'hui un peu, comme je vous ai dit hier, on avait fait une petite initiation aux différentes techniques d'imagerie dans l'exploration de tout ce qui est pathologie thoracique. Et là, on va attaquer la partie des syndromes radiologiques. Donc, une bonne partie, on va parler de sémiologie radiologique, c'est-à-dire de signes qui vont orienter vers une telle ou telle pathologie, comme j'ai dit hier, bien sûr en tenant compte du contexte clinique. Nous allons aborder aujourd'hui 4 syndromes. Donc, le syndrome alvéolaire, je vais commencer par le syndrome alvéolaire. Après, on va traiter le syndrome bronchique, le syndrome pleural et le syndrome euh, interstitiel. Donc, pour le syndrome alvéolaire, le plan du cours sera le suivant. On va déjà parler de quelques généralités pour décrire un peu ce qui est un syndrome alvéolaire, comment reconnaître sur une radiologie, sur une radiographie un syndrome alvéolaire, décrire des aspects un peu particuliers et puis parler de la place du scanner au cours de ce syndrome et à la fin citer quelques étiologies. Alors, le syndrome alvéolaire est constitué par l'ensemble des signes radiographiques qui traduisent un comblement des alvéoles, soit par du liquide, des cellules ou une substance amorphe, donc en remplacement de l'air qui est résorbé. Alors, sur le plan anatomique, je pense que vous avez déjà cette notion comme quoi, au niveau du poumon, nous avons des petites entités qui sont l'élément de base de la constitution du poumon, qui sont les lobules secondaires de Miller. Donc, vous voyez ici, donc une vue un peu macroscopique d'un lobule secondaire qui a une forme un peu polygonale. Et donc, son axe central, on retrouve une bronchiole et puis le vaisseau, l'artériole centrolobulaire. Et en périphérie, on a du tissu conjonctif et des lymphatiques et des veines. Donc ça, c'est l'élément de base de la constitution du poumon et qui va un peu expliquer ce syndrome alvéolaire. Alors, quand on a un comblement des alvéoles, donc les alvéoles, c'est ces poches qui sont habituellement remplies d'air. Donc, quand on a un comblement alvéolaire, imaginons par du liquide, il y aura un passage d'un alvéole à un autre par des voies de collatéralité. Donc, ces voies de collatéralité sont représentées par les pores de cône qui font la connexion entre deux alvéoles et puis par les canaux de Lambert qui communiquent donc l'alvéole avec la bronchiole terminale. Donc, conséquence, quand on a un comblement de cet alvéole, il y aura un comblement après, avec le temps, des alvéoles contiguës. Donc, c'est une diffusion de proche en proche et puis il y a une confluence des lésions. Il faut aussi connaître le rôle des importantes ramifications branchies qui existent au niveau des deux poumons, qui expliquent un peu cette extension des lésions alvéolaires, et c'est le cas notamment des bronchopneumopathies aiguës. Alors, quand on suspecte un syndrome alvéolaire, quelle imagerie? Donc, comme on a dit hier, les deux examens de base pour l'exploration de tout ce qui est pathologie thoracique, c'est la radiographie thoracique. Et dans le cadre du syndrome alvéolaire, elle a une place très importante. Le scanner, donc là, vous avez une grande opacité alvéolaire qu'on va décrire après. Le scanner thoracique n'est réalisé qu'en seconde intention, c'est-à-dire on fait une radiographie thoracique, on a une lésion. Alors, quand on l'étiquette comme opacité alvéolaire, on n'aura pas besoin, en général, de passer au scanner, sauf s'il y a une complication ou quand cette lésion alvéolaire, malgré le traitement, elle ne répond pas. Donc, on parle d'évolution traînante. Et là, on fait un scanner à la recherche, surtout d'une étiologie.
Donc ça, c'est un petit schéma juste pour vous représenter un peu les lésions de base et qu'on va détailler au cours de tous ces syndromes. Donc, la lésion alvéolaire, l'opacité alvéolaire en général, c'est cette sorte de condensation. Alors, ça, c'est une partie importante du chapitre sur laquelle je voudrais insister, c'est-à-dire la sémiologie radiologique de base d'une opacité de type alvéolaire. Comment on la reconnaît? Une opacité, donc elle est déjà blanche sur un fond noir, donc vous voyez ici, une opacité, donc blanche sur un fond noir aérique qui correspond au poumon et qui est représenté ici. Donc cette opacité, pour dire qu'elle est de type alvéolaire, elle doit avoir des limites floues. Donc, vous voyez donc que on a un peu de part et d'autre des limites qui ne sont pas très précises. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme on a expliqué avant, il y a une superposition d'alvéoles qui sont normaux, c'est-à-dire libres, où il n'y a que de l'air, et d'alvéoles qui sont pleins. Et donc, cette raréfaction de l'atteinte, elle va être plutôt progressive en périphérie, c'est-à-dire la zone centrale, elle va être beaucoup plus remplie que la zone périphérique. Donc, c'est ce qui explique un peu ces contours flous. Donc, ça, c'est le premier signe d'une opacité de type alvéolaire. Donc, là, vous avez une radiographie thoracique, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est une radiographie thoracique qui est faite de face. Donc, avant d'interpréter une imagerie, il faut toujours voir est-ce qu'elle est de bonne qualité ou pas. Donc, on vérifie les éléments dont on a parlé hier. Donc, est-ce que tout le thorax est représenté? Est-ce que tu as un examen qui est symétrique? Donc, on voit la ligne des épineuses. Est-ce que on a, elle a été faite en inspiration profonde? Donc, on compte un peu les arcs costaux et donc et la suite des éléments qu'on avait dit hier. Donc, là, sur cette radiographie thoracique de face, nous avons à l'évidence donc une opacité. Donc, une lésion qui est blanche sur un fond noir. Donc, cette opacité que vous avez ici a des limites floues, comme on vient de dire. Donc, vous voyez ici, donc vous avez des limites floues. Par contre, vous voyez qu'en bas, on a quand même, c'est comme si on avait tracé une ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure un peu anatomique qui est la limite en bas, qui est la scissure. Donc, l'opacité alvéolaire a des contours flous, sauf au contact de la scissure qui est là et qu'on retrouve ici sur le profil. Donc, c'est des lésions qui sont confluentes, comme j'ai dit, parce qu'il y a un passage à travers les voies de collatéralité. Et donc, cette confluence, elle va être évaluée sur des clichés successifs où on aura un changement un peu de l'aspect. Donc, voilà aussi une autre lésion alvéolaire qui prend le poumon gauche et qui a des limites qui sont floues. Donc, là, on a des lésions alvéolaires qui sont plus petites. Donc, elles sont à leur début, donc on n'a pas encore la formation de cette sorte d'opacité qu'on vient de voir. Donc, différentes imageries qui montrent différentes atteintes alvéolaires. Donc, une atteinte bilatérale, un peu qui intéresse les deux poumons. Donc, ça, c'est un agrandissement sur une radiographie thoracique. Et puis, sur cette coupe scanographique axiale, en fenêtrage parenchymateux, vous voyez bien qu'on n'étudie pas du tout le médiastin. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le parenchyme pulmonaire. Et vous voyez ici des condensations qui ont des limites floues. Ça, donc, ce que vous voyez ici en blanc, c'est des vaisseaux. Donc, l'autre signe de syndrome alvéolaire, c'est la systématisation, c'est-à-dire que ce comblement, il intéresse un territoire bien limité, c'est-à-dire un segment, un lobe ou un poumon. La limitation par la scissure ou par la plèvre traduit cette systématisation. Donc, et vous voyez ici que l'aspect typique, c'est cette opacité que vous voyez là, donc, et qui intéresse le lobe supérieur et qui correspond à une pneumonie franche lobaire aiguë. Bien sûr, ce diagnostic est posé en regardant ici du côté clinique. Donc, sur cette image, on a une opacité qui est assez
limitée. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'il s'agit euh, d'une opacité alvéolaire? Donc, en fait, il y a un diagnostic différentiel qu'il faut poser, c'est avec une lésion qui peut aussi avoir le même aspect, mais qui est rétractile, ce qui correspond à l'atelectasie qu'on va un peu décrire dans le syndrome, dans les troubles de ventilation. Donc, l'atelectasie, elle ressemble un peu à l'opacité alvéolaire, sauf qu'elle est rétractile. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, donc nous avons ici la petite césure. Normalement, elle doit être plus basse. Et là, nous avons une attraction vers le haut. Donc, la petite césure, elle est attractée vers le haut, donc par cette atelectasie, par cette zone de collapsus pulmonaire qui n'est plus aérée. Et bien sûr, il y a l'autre diagnostic différentiel qui est une masse dont les contours sont plutôt arrondis, voire irréguliers. Donc, vous avez ici deux radiographies thoraciques, l'une d'une opacité alvéolaire et l'autre qui n'est pas rétractile et l'autre d'une atelectasie. On voit bien qu'il y a une attraction de la petite césure vers le bas parce qu'il s'agit d'un trouble de ventilation, donc d'une zone qui n'est plus aérée. Un autre signe du syndrome alvéolaire est la présence de ce qu'on appelle un bronchogramme aérique qui est représenté par ce schéma. Donc, c'est la visibilité des petites bronchioles qui sont encore aérées et qui sont noyées dans cette zone dense correspondant à un comblement alvéolaire. Donc, vous voyez ici, on a des petites zones qui sont aérées et qui ont un aspect tubulé. Ce comblement, ce bronchogramme aérique est beaucoup mieux visible sur le scanner. Donc, vous voyez ici une condensation, donc une opacité de type alvéolaire avec la persistance des petites branches à l'intérieur, donc, et qui correspond à des clartés correspondant au bronchogramme aérique. Le syndrome alvéolaire a aussi cette particularité, donc, bien sûr, comme on a dit, vu la confluence, d'évoluer avec le temps. Donc, si on réalise des clichés successifs, il y aura une modification rapide. Et c'est, en fait, ça se voit plutôt au cours des lésions infectieuses et de l'œdème aigu du poumon qui sont parmi les causes les plus fréquentes du syndrome alvéolaire. On peut néanmoins avoir un passage à la chronicité, c'est-à-dire à une persistance des lésions, notamment quand on a une pathologie cancéreuse qui prend un aspect un peu pseudo-pneumonique. Donc là, vous avez sur des clichés successifs un peu un changement des lésions et qui correspond un peu à cette caractéristique d'évolution. Donc, en résumé, que retenir? Retenir qu'une opacité de type alvéolaire est une opacité parenchymateuse, puisque c'est le poumon qui nous intéresse, qui a des limites floues, qu'il est systématisé, c'est-à-dire qu'elle correspond à un territoire donné, un segment, un lobe, qu'elle n'est pas rétractile pour la différencier de la télectasie, qu'elle est confluente parce qu'il y a un passage du comblement d'un alvéole à un autre, et puis qu'on a ces clartés à l'intérieur de cette condensation qui correspondent à un bronchogramme aérien. Donc ça, si vous voulez, c'est l'aspect un peu typique d'une opacité de type alvéolaire et qu'il faudra retenir. Maintenant, il faut savoir que en dehors de cette condensation, de cette opacité dont on a parlé et qui est bien visible, on peut avoir des lésions qui sont plus petites. Donc, c'est comme ces pointillés blancs à l'intérieur du poumon. Donc, en fait, c'est au début, ça commence sous cet aspect. Donc, c'est la lésion élémentaire. Ces petites opacités ont la caractéristique, comme on vient de décrire, d'avoir des limites floues. Alors, sur une radiographie thoracique, ça va être difficile de bien les visualiser. C'est plutôt sur le scanner, comme dans ce cas, qu'on les voit de façon très nette. Donc, en plus de cet aspect de syndrome alvéolaire un peu typique, on peut avoir des aspects particuliers qui doivent être connus parce qu'ils doivent aussi nous évoquer de façon assez facile le diagnostic. Donc, le plus connu, c'est l'aspect en aile de papillon, c'est-à-dire c'est des opacités alvéolaires que vous voyez ici, qui sont plutôt centrales, donc plutôt périhilaires, qui sont bilatérales et qui donnent un aspect, comme vous voyez ici, en aile de papillon.
Donc, cet aspect sur le scanner, sur la radiographie thoracique est retrouvé aussi sur le scanner. Et donc, et ça, c'est un aspect qui est pathognomonique de l'œdème aigu du poumon, qui est une pathologie qu'il faut prendre en charge de façon très urgente. Un autre aspect, c'est quand on a des lésions qui sont multiples, un peu euh, euh, sur les deux poumons, sans aucune systématisation. Et ça, c'est le fait d'une progression par des ramifications bronchiques, euh, des progressions multiples, avec donc la persistance de zones qui sont encore aérées, comme on voit ici. Et donc, et ça, cet aspect, on le voit au cours des bronchopneumonies infectieuses. Comme je vous ai dit, le syndrome alvéolaire, il peut prendre parfois des aspects un peu atypiques, notamment quand il est associé à des lésions de type interstitiel, qu'on va détailler après. Donc, on aura une lésion mixte alvéolo-interstitielle. C'est le cas des pneumopathies d'hypersensibilité et de pneumopathies à eosinophiles, par exemple. On peut avoir aussi une survenue d'un syndrome alvéolaire sur des lésions interstitielles qui sont déjà là. Donc, c'est des lésions préexistantes. Alors, quand apparaissent ces lésions alvéolaires, il s'agit en général d'un signe d'évolutivité. Et là, c'est le scanner qui va trouver toute sa place pour un peu distinguer les deux. Et le cas le plus courant, c'est le cas d'une atteinte tuberculeuse. Donc, en général, le scanner, comme je vous ai dit, n'est pas vraiment nécessaire au début devant des cas assez évocateurs, surtout quand on a une symptomatologie clinique qui peut nous faciliter les choses. Mais le scanner, il a la particularité, comme on l'a décrit hier, d'avoir une meilleure analyse du bon parenchyme pulmonaire. Et là, vous voyez que c'est sur cette opacité alvéolaire, le bronchogramme aérique, vous pouvez le voir, mais vous le voyez beaucoup mieux par exemple, sur le scanner. Donc, il est indiqué quand on a une évolution traînante qui nous fait craindre, par exemple, un cancer pulmonaire ou une évolution compliquée, notamment en cas de pathologie infectieuse compliquée d'abcès. Et bien sûr, comme on vient de dire, quand on a une association à un syndrome interstitiel, pour différencier ce qui est séquelles de lésions évolutives. Alors, vous voyez ici sur ce scanner, nous avons donc on fenêtrage parenchymateux puisqu'on arrive à voir surtout le parenchyme pulmonaire. Donc le côté droit qui est là, on n'a pas grand-chose. Du côté gauche, vous voyez qu'il y a une atteinte, qu'il y a des lésions, donc des condensations qui ont des limites floues. Regardez ici, donc des limites floues un peu partout. Et donc même cette condensation, elle a des limites floues. Donc il faut savoir que quand on a une lésion, parce que devant cet aspect, la première chose qu'il faut évoquer, c'est l'infection. Donc, on va traiter. Mais si ça persiste, malgré un bon traitement bien conduit, il faudra penser à une pathologie sous-jacente, notamment le cancer. Donc, on ne parle plus en fait de cancer bronchiolo-alvéolaire, c'est plutôt un adénocarcinome lipédique qui y a la particularité de ne pas donner cette masse irrégulière tumorale qu'on a l'habitude de voir dans les autres cancers, mais plutôt donner une forme pseudo-pneumonique. Alors, pour ce petit chapitre de syndrome alvéolaire, je vais finir par énumérer les principales causes. Donc, ce n'est pas une liste qui est fermée. Donc, il y a beaucoup d'étiologies, mais les principales, c'est des causes infectieuses, qu'elles soient des bronchopneumopathies bactériennes, la tuberculose. Et la tuberculose, retenez qu'elle peut se présenter sous tous les types possibles de lésions. Donc, les bronchopneumopathies virales, les mycoplasmes. Donc, les causes néoplasiques, comme je viens de le décrire, donc l'adénocarcinome, mais aussi le lymphome pulmonaire primitif peut avoir cet aspect d'opacité ou de condensation alvéolaire. Donc, les autres, c'est surtout l'œdème aigu du poumon, les hémorragies alvéolaires, un infarctus pulmonaire, des pneumopathies à eosinophiles. Et donc, voilà pour le syndrome alvéolaire. Donc, on va passer à un syndrome un peu qui est le corollaire de ce syndrome alvéolaire. Et vous allez voir qu'au cours de ce petit chapitre, on va toujours dire par rapport au syndrome alvéolaire. Le syndrome interstitiel a une sémiologie beaucoup plus riche que le syndrome alvéolaire. Donc, pour ce cours, on va d'abord toujours parler de généralités qui nous permettront un peu d'expliquer les images radiologiques que nous allons voir, décrire les différents signes radiologiques du syndrome interstitiel,
dire un mot sur la place du scanner qui est beaucoup plus importante dans ce cas que par rapport au syndrome alvéolaire et à la fin énumérer quelques étiologies de ce syndrome. Alors, comme toujours, un syndrome radiologique interstitiel est l'ensemble des signes qui traduisent la présence d'un processus pathologique, non pas au niveau des alvéoles, mais là au niveau de l'interstitium. Donc, il nous faut un peu connaître ce que c'est que cet interstitium. Donc, l'interstitium, c'est tout ce tissu conjonctif de soutien qui est en continuité depuis la surface pulmonaire, donc depuis la surface pulmonaire, et qui va jusqu'en interlobulaire, d'accord? Donc, il entoure aussi les axes broncho-vasculaires. Donc, c'est un tissu de conjonctif. Donc, tout processus qui atteint ce tissu conjonctif, donc vous vous rappelez, ça c'est le lobule qui est polygonal avec les alvéoles au centre, les bronchioles et les vaisseaux. Donc, tout ce qui touche, ce tissu interstitiel qui est en périphérie en général de ce lobule va correspondre à une atteinte de type interstitiel. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que le tissu interstitiel, normalement, s'il n'est pas atteint, n'est pas visible. Alors, chaque fois qu'il y a une augmentation d'épaisseur des structures interstitielles, on aura ce syndrome. Donc, on aura des manifestations radiologiques. Et cette augmentation d'épaisseur, elle peut avoir différentes raisons. Donc, une infiltration liquidienne par une stase veineuse, un engorgement, notamment en cas de lymphangite carcinomateuse, ou une prolifération cellulaire, par exemple. Donc, à l'état normal, on ne voit pas du tout de tissu interstitiel. Alors, quelle imagerie? Donc, comme toujours, quand on a une pathologie thoracique, des signes radiologiques, c'est la radiographie thoracique. Mais là, le scanner a une place très importante. Il est beaucoup plus performant que la radiographie standard. Il permet de faire un bilan lésionnel complet. Et donc, surtout, ce qui nous pose problème, c'est la recherche étiologique, donc, de la cause de ce syndrome interstitiel. Donc, une TDM thoracique va nous donner un peu tous les éléments qui nous permettront d'asseoir un diagnostic. Alors, quels sont les signes du syndrome interstitiel? Ils sont variables en fonction du secteur atteint. Quand on a une atteinte du secteur péribronchovasculaire, on aura un épaississement péribronchovasculaire. Quand on aura une atteinte du secteur périphérique, on aura un épaississement septal ou des lignes de Kerley ou un épaississement sous-pleural. Quand on a une atteinte du secteur intralobulaire, on aura des nodules ou un verre de polype. Et nous allons détailler ces signes. Donc, s'il vous plaît, c'est la partie la plus importante de ce chapitre. Donc, c'est les signes radiologiques du syndrome interstitiel. Et là, le premier signe qu'il faut connaître, c'est cette image que je vous ai représentée ici, ce petit point blanc qui correspond à ce qu'on appelle un nodule. Donc, c'est la lésion élémentaire. Donc, à la différence des micronodules de type alvéolaire, c'est des nodules qui sont denses et leurs limites sont nettes. Ça, c'est la principale différence par rapport aux lésions alvéolaires. Et donc, c'est le scanner qui nous permet de faire un peu un bilan précis, donc un bilan diagnostique précis. Donc, vous voyez ici, sur cette radiographie thoracique agrandie, donc une sorte de piqueté, je vous le représente ici, qui correspond à des petits nodules à contour net de type interstitiel. Donc, vous voyez des lésions qui sont multiples ici sur la radiographie thoracique. Donc, quand on voit des nodules sur la radiographie thoracique, en général, c'est plutôt des nodules de type alvéolaire, interstitiel, parce que les lésions de type alvéolaire, elles ont tendance à confluer, à former plutôt des opacités et de condensation. Donc, sur le scanner, vous voyez qu'on arrive à voir vraiment une meilleure visibilité de tous ces petits points, donc correspondant à des nodules. Alors, selon leur taille, on parle de micronodules quand c'est inférieur à 3 mm. Et quand ils sont multiples, diffus et bilatéraux, on parle de ce qu'on appelle miliaires. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de miliaires tuberculeuses ou de miliaires carcinomateuses. Quand les nodules sont supérieurs à 3 mm,
On parle alors de nodules et non plus de micronodules. Les condensations sont des lésions qui sont plus grosses et qui correspondent à la confluence très lente de lésions. Donc, dans l'analyse de ces lésions, il faut vraiment s'attacher à voir surtout leur topographie, parce que cette topographie, elle est importante pour un peu aller vers une piste étiologique. Donc, quand on a des lésions centrolobulaires, donc voilà le lobule. Donc, quand on a des nodules centrolobulaires, on pense plutôt à une pathologie infectieuse. Quand on a des nodules plutôt périlymphatiques, comme dans ce cas, et donc on va on va penser plutôt à une pathologie comme la sarcoïdose. Par contre, quand on a des nodules un peu partout, donc on a plutôt une origine hématogène, qu'il s'agisse d'une tuberculose par exemple ou d'une atteinte carcinomateuse. Donc, vous voyez ici des exemples. Donc, vous allez voir beaucoup d'images de scanners. Donc, des exemples. Donc, sur ces deux scanners, donc, on a des nodules qui sont de taille variable et donc la disposition qui est aléatoire ici. Et là, c'est plutôt une origine en rapport avec une sarcoïdose plutôt. Donc, après les nodules, nous avons la deuxième lésion qui peut être décrite dans le syndrome interstitiel, c'est les opacités linéaires. Alors, les opacités linéaires, elles sont hautement évocatrices du syndrome. Elles peuvent être septales ou non septales. Donc, les lignes septales, c'est quoi? C'est cette visibilité de ces septa interlobulaires. Donc, quand il y a une visibilité de ces septa interlobulaires, on parle de ligne septale ou de ligne de Kerley. Ces lignes, elles sont visibles bien sûr sur la radiographie, vous le voyez ici, sous forme d'une petite bande, mais elles sont encore mieux sur le scanner. Et donc, vous voyez ici, donc, sous forme de lignes opaques. Elles sont normalement de trois types. Donc, selon leur topographie, apicale, basale ou croisée, les plus fréquentes, c'est les basales et qui en général mesurent 1 à 2 cm et qui siègent, comme je vous ai dit, au niveau des bases. Donc, à côté, donc dans les opacités linéaires, il y a les lignes septales et il y a les lignes non septales. Donc, les lignes non septales, elles n'ont aucune systématisation. Donc, c'est soit des bandes de fibrose ou des atélectasies planes. Donc, sur cette radiographie thoracique, vous avez ici une petite atélectasie plane. Donc, c'est une ligne non septale. Et puis, vous voyez ici ces lignes qui sont sous-pleurales et qui ne correspondent à aucune systématisation, mais elles font aussi partie de syndrome interstitiel. Donc, module, ligne, opacité linéaire, qu'elle soit septale ou non septale. Maintenant, on passe au troisième signe de syndrome interstitiel qui est l'épaississement péribroncovasculaire. D'accord? Donc, cet épaississement péribroncovasculaire, il peut simuler un syndrome bronchique. Donc, que nous allons avoir après. Le syndrome bronchique, c'est un épaississement des parois bronchiques, alors que là, c'est un épaississement péribroncovasculaire. Donc, il est soit lisse ou nodulaire. Il peut être de différentes étiologies, notamment la sarcoïdose ou les lymphangites carcinomateuses. Donc, sur cette radiographie, donc vous voyez ici cet important épaississement que vous voyez donc le long des axes bronchiques et vasculaires. Bien sûr, cet épaississement, vous le voyez encore mieux sur le scanner que sur la radiographie thoracique. Donc, le quatrième signe, c'est des images kystiques. Alors, les images kystiques, c'est quoi? C'est des hyperclartés avec une paroi qui est plus ou moins fine. Il y en a deux types. Le type le plus parlant, le plus évocateur de syndrome interstitiel, c'est ce qu'on appelle le rayon de miel ou les cavités en nid d'abeille qui ne laissent pas du tout d'espace de poumons sains entre elles et qui correspondent en général à une destruction pulmonaire qui peut à la fin aboutir à une fibrose pulmonaire. Donc, comme toujours, le rayon de miel est beaucoup mieux visible sur le scanner. Donc, vous voyez ici sur cette coupe TDM axiale, donc vous avez d'innombrables images aériques donnant un rayon de miel. Quasiment, on a une destruction pulmonaire totale du côté droit, alors que du côté gauche, on a
encore un peu la persistance de zones de parenchyme sain que je vous montre ici. Donc, sur cette autre image qui est une reconstruction coronale, vous voyez ces images de rayons de miel sur le poumon droit. Donc, le cinquième signe, c'est le ver dépoli. Donc, le ver dépoli, qui n'est pas un signe spécifique du syndrome interstitiel, puisqu'on peut l'avoir dans d'autres syndromes radiologiques en fonction de son mécanisme. Donc, il peut être vu dans un syndrome alvéolaire aussi, donc au début, quand on a un comblement partiel des alvéoles. Il peut être aussi quand on a un syndrome vasculaire en rapport avec une redistribution vasculaire. En général, donc, c'est un signe de début. Et donc, ce ver dépoli que vous voyez ici correspond à quoi? Donc, il est bien sûr étudié sur le scanner. On ne va pas le voir sur la radiographie thoracique. Il correspond à quoi? Donc, à cette zone qui ne correspond pas totalement à une condensation. C'est plutôt une zone peu dense qui dessine un voile qui laisse apparaître les vaisseaux que vous voyez ici. Elle ne les efface pas et les structures bronchiques. Donc, pour la différencier d'une condensation, vous voyez que c'est dense, mais que c'est pas totalement, que ça n'efface pas totalement ce qui est en arrière, c'est-à-dire on arrive toujours à voir les vaisseaux et les bronches à son travers. Donc, voilà, donc les différents signes du syndrome interstitiel, c'est les nodules qui ont des limites nettes, des opacités linéaires qui peuvent être septales ou non septales, un épaississement péribronchofasculaire, un rayon de miel et un ver dépoli. Le scanner nous permettra aussi de chercher d'autres anomalies qui peuvent nous guider pour le diagnostic étiologique, notamment des adénopathies médiastinales, une atteinte pleurale qui peut être sous forme d'un épanchement ou d'un épaississement. Alors, comme je vous ai dit, le scanner a une grande place. Donc, chaque fois qu'on suspecte sur la radiographie thoracique une lésion interstitielle, il faut faire un scanner. Donc, pour le diagnostic positif, quand on a par exemple une pathologie multisystémique qui a une grande incidence d'atteinte pulmonaire interstitielle, telle la sarcoïdose ou l'histiocytose, quand on recherche un diagnostic étiologique devant des aspects très évocateurs pour certaines étiologies, et puis quand on fait le bilan d'une pathologie interstitielle connue. Alors, il y a beaucoup d'étiologies du syndrome interstitiel. On ne va pas toutes les énumérer, mais juste pour dire, les causes infectieuses, c'est la tuberculose en premier, mais il y a aussi des atteintes virales et aussi la pneumocystose, par exemple, chez un immunodéprimé. Donc, vous avez ici une coupe scanographique en fenêtrage parenchymateux normal, et là, vous avez une sorte de miliaire qui est vraiment importante et diffuse. Les causes néoplasiques, donc tout ce qui est métastase, sur cette coupe scanographique, vous avez des nodules qui sont à limite très nettes, qui sont de taille variable et qui intéressent les deux champs pulmonaires, et puis aussi les lymphangites carcinomateuses. Et on aura là plutôt un épaississement des septa, des lignes septales interlobulaires. Les pneumopathies d'inhalation, notamment les pneumoconioses, que ce soit une silicose ou une asbestose, sont aussi pourvoyeuses de lésions interstitielles. Les causes iatrogènes, donc notamment les causes médicamenteuses, comme dans ce cas, donc nous avons des lésions de ver dépoli, donc ces condensations qui n'effacent pas totalement la trame vasculaire ni les bronches, et aussi en cas parfois en post-radiothérapie avant l'organisation d'une condensation totale. Les causes hémodynamiques aussi, donc l'œdème aigu du poumon, au lieu d'avoir cet aspect typique qu'on avait vu d'opacité alvéolaire en aile de papillon, on peut avoir un OAP à la phase, on peut avoir des lésions de type interstitiel. Les causes idiopathiques, donc que ce soit de la fibrose ou une sarcoïdose, les collagénoses peuvent aussi donner une atteinte interstitielle, et vous voyez ici cette atteinte qui est très évocatrice de sarcoïdose. Alors, pour terminer un peu avec ces deux syndromes, ce tableau récapitulatif pour dire que dans le syndrome alvéolaire, donc on reconnaît par une confluence des limites floues, une systématisation en bronchogramme aéré. Par contre, le syndrome interstitiel, c'est plusieurs signes
et qui ne doivent pas nécessairement être toutes présentes. Donc, quand on a des lésions nodulaires, on peut parler d'un syndrome interstitiel. Quand on a un épaississement péribroncovasculaire, on peut parler d'un syndrome interstitiel. Donc, les étiologies, elles sont dominées dans le syndrome alvéolaire par les étiologies infectieuses, alors qu'il y en a beaucoup d'autres au niveau du syndrome interstitiel et de pathologies plutôt chroniques. L'évolution et donc, c'est une pathologie, les lésions alvéolaires en général, elles sont évolutives. Et donc, le scanner, il est indiqué quand on a une évolution traînante ou compliquée. Par contre, les indications pour le scanner, elles sont beaucoup plus larges au niveau du syndrome interstitiel. Donc, voilà, on a fini, si vous voulez, avec les deux syndromes alvéolaires et interstitiels. Donc, le syndrome alvéolaire et le syndrome interstitiel, c'est des syndromes, si vous voulez, parenchymateux, c'est-à-dire c'est une atteinte qui intéresse le parenchyme pulmonaire. Donc là, on va passer à un syndrome qui est plutôt extra-parenchymateux, mais qui est très fréquent. Et je pense que nombreux parmi vous ont déjà vu une atteinte de type pleural. Alors, pour le plan du cours, on va le définir, ce syndrome pleural. Après, on va faire un petit rappel anatomique, un rappel des différentes techniques d'imagerie, parler un peu de la radioanatomie normale et distinguer selon le contenu donc, de l'épanchement, si vous voulez, un peu l'aspect qu'on va voir, donc qu'il s'agisse d'un épanchement liquidien, d'un épanchement aérique ou d'un épanchement mixte, et dire à la fin un mot des lésions qui sont plus rares, qui sont les lésions tumorales et les calcifications pleurales. Alors, un syndrome pleural, c'est l'ensemble des signes radiologiques qui traduisent la présence entre les feuillets pleuraux, donc dans la cavité pleurale de liquide. On parle alors de pleurésie, d'air, on parle alors de pneumothorax et de tissu anormal, et on parle alors de tumeur. Le rappel anatomique. Je pense que vous savez tous que la cavité pleurale, c'est une cavité virtuelle. Donc, en fait, c'est l'accollement des deux feuillets pleuraux. Donc, on a un feuillet viscéral qui est beaucoup plus épais que le feuillet pariétal, tout en restant vraiment très fin, et le feuillet pariétal qui adhère à la paroi thoracique et qui est doublé, donc à son versant externe, par ce qu'on appelle la graisse extrapleurale. Donc, et là, donc, cette cavité pleurale reste quasiment une cavité virtuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fissures pulmonaires, qui sont représentées ici, correspondent à une invagination intrapulmonaire de la plèvre viscérale. Donc, ce qui explique que toute pathologie qu'on peut avoir ici, on peut l'avoir ici aussi au niveau sessural. Alors, quelle technique d'exploration? Donc, la technique d'exploration de base, c'est la radiographie thoracique, donc en première intention, et sur laquelle, en général, on peut faire facilement le diagnostic d'une lésion de type pleural. L'échographie, on en a parlé hier, l'échographie, elle sert surtout pour voir, pour confirmer, si vous voulez, un épanchement pleural quand on a une opacité, comme dans ce cas. Donc, nous avons une opacité du poumon gauche. Donc, quand on a des difficultés à dire est-ce que c'est vraiment du liquide, donc l'échographie, elle vient pour montrer donc, le liquide sous forme de cette, qui est anéchogène, donc noir. Et l'échographie, elle permet aussi de guider, comme j'ai déjà dit hier, une ponction quand le médecin n'y arrive pas. Le scanner, il n'est pas tellement fait pour voir l'épanchement pleural ou le pneumothorax quand il y a un épanchement aérique, c'est plutôt pour voir un peu ce qu'il y a d'associé. Donc, en général, l'échographie, plutôt la radiographie standard, elle est suffisante. Donc, un peu d'anatomie, de radioanatomie. Comme j'ai dit, la plèvre, à l'état normal, elle n'est pas visible parce qu'elle est trop fine. La plèvre sissurale, elle est visible quand elle est tangente au rayon incident. Donc, quand on fait une incidence de face, on peut avoir la petite scissure que vous voyez ici. Sur les incidences de profil, on peut avoir les grandes scissures droite et gauche et la petite scissure du côté droit. Donc, ces scissures, elles vont être visualisées sous forme de lignes fines, denses et régulières et qui séparent les différentes lobes pulmonaires entre eux. Et on avait vu hier que la petite scissure était un élément d'orientation d'un cliché radiographique quand on la visualise.
Alors là, sur ce cliché radiologique, vous voyez bien, on a le bouton aortique, on a la poche arrière gastrique, on a donc tout ça pour dire que c'est la gauche et vous avez ici la petite scissure pour nous dire que c'est le côté droit sous forme d'une ligne opaque. On a parlé hier d'une variante anatomique qui est la pseudo-scissure azygose, qui en fait qui est représentée sur ce schéma, forme d'une virgule, qui n'est pas véritablement une scissure puisque en fait c'est une invagination des deux feuillets pleuraux et non plus du simple feuillet viscéral. Donc on a un aspect un peu de comète. Vous voyez ici sur la radiographie thoracique, vous le voyez ici sur le scanner et donc ça c'est une variante de la normale. Alors, on va passer un peu à l'étude des différentes lésions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect radiologique, il va différer en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de cette cavité pleurale. Donc, quand on a un épanchement pleural liquidien, vous savez qu'à l'état normal, on a une très fine quantité de liquide. Mais en fait, il y a beaucoup plus de liquide qui est formé chaque jour. Et donc, mais il y a, si vous voulez, des échanges, un drainage qui se fait. Donc, pour garder cet équilibre, cette faible quantité de liquide en intra-pleural. Donc, on a une résorption par la plèvre viscérale et puis aussi par les lymphatiques pariétaux pour garder cette cavité qui ne contient que très peu de liquide. Alors, chaque fois qu'il y a une perturbation de ces mouvements, on a une accumulation de liquide. Donc, ça peut être en rapport avec un processus inflammatoire ou tumoral, comme ça peut être en rapport avec des modifications hydrostatiques ou protidiques. Donc, normalement, on fait l'examen clinique. Donc, il y a un patient qui vient avec une symptomatologie clinique, on fait notre examen clinique, palpation, auscultation, et on suspecte un épanchement liquidien. Donc, on va faire la radiographie, c'est sûr, mais en faisant une ponction pleurale, on va un peu essayer de voir le type d'épanchement. Donc, quand c'est un transudant, en général, c'est plutôt une lésion, c'est un symptôme d'une pathologie qui peut être une insuffisance cardiaque, une cirrhose ou un syndrome néphrotique. Quand c'est plutôt un exsudat, c'est plutôt une maladie locale, c'est-à-dire une infection maligne ou une infection. Donc, comme je vous ai dit, l'aspect radiographique, il va différer en fonction de la nature de l'épanchement, qu'il soit gazeux, séreux, purulent ou hémorragique. Du volume aussi. Est-ce que c'est un épanchement de petite abondance ou de grande abondance? De l'élasticité du poumon qui est à côté et de la position du malade. Est-ce qu'on a pris la radiographie en position debout? Est-ce qu'on l'a fait en décubitus, par exemple, latéral? Donc, vous voyez ici différentes radiographies où on a des épanchements pleuraux, mais de volume variable. Donc, vous voyez, euh, sur cette première radiographie qui est là, on a à peine un émoussement du cul de sac costodiaphragmatique droit. Là, on a une opacité qui est plus importante. Maintenant, sur ce troisième cliché, on a quasiment la moitié du thorax qui n'est pas visible. Et sur ce dernier cliché, on a tout le thorax, l'hémithorax droit, qui n'est pas du tout visible. Donc, vous voyez que c'est toujours du liquide, mais en fonction de l'abondance, on parle d'un aspect totalement différent. Donc, on va commencer par l'épanchement, ce qui est un peu le cas le plus souvent, un épanchement liquidien libre de la grande cavité pleurale. Donc, quand c'est un épanchement qui est de moyenne abondance, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, est-ce qu'on va voir ce qui est représenté sur ce schéma et ce qu'on voit sur ce cliché? Donc, c'est du liquide, donc il va aller en bas, donc vers la zone plus déclive. Donc, on va avoir sur une incidence de face en position debout une opacité qui est là, qui est basale, dense et homogène. Vous voyez qu'on n'a plus du tout la coupole diaphragmatique. Elle efface la coupole diaphragmatique et le cul-de-sac, si vous voulez, en comparant par rapport à l'autre côté. La limite supérieure, qui est là, elle est concave vers le haut et qui remonte du médiastin vers la paroi latérale. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on peut conclure à un épanchement pleural de moyenne abondance. Donc,
C'est une opacité basale, dense, homogène, qui efface la coupole, les cul-de-sac et qui a une limite supérieure concave vers le haut et qui remonte vers le médiastin. Cette opacité, pour la différencier un peu du syndrome alvéolaire qu'on a vu, elle n'est pas systématisée. Il n'y a pas de bronchogramme ARX, donc c'est une opacité qui est homogène. Elle est mobile avec les changements de position, c'est-à-dire si on fait un cliché en position en décubitus latéral, cet épanchement va aller vers le bas, donc on n'aura plus cet aspect. Au contraire, on aura un aspect d'épanchement et qui va, si vous voulez, vers le bas et non plus garder cet aspect. On n'a pas de niveau hydroaérix, donc c'est une opacité qui est homogène. On n'a pas de niveau hydroaérix, sauf si on avait déjà fait une ponction pleurale, et donc on aurait dans ce cas une introduction d'air. Donc ça, c'est pour l'épanchement pleural liquidien de moyenne abondance. Pour l'épanchement de grande abondance, donc vous voyez que c'est quand même assez différent. Donc là, l'opacité, elle va recouvrir tous les mi-thorax. Elle va refouler le médiastin, comme vous voyez ici. Donc, il y a un refoulement parce que c'est quelque chose qui vient occuper un espace dans le thorax. Donc, elle ne peut pas, elle va refouler tout ce qui est structure un peu, si vous voulez, molle, mobile. Donc, elle va refouler les structures du médiastin. Elle va abaisser la coupole diaphragmatique. Donc, c'est ça l'épanchement pleural liquidien de grande abondance. Donc, on passe à un cas où on a un épanchement en général de plus petite abondance. Donc, c'est l'épanchement liquidien qui est sous-pulmonaire. Donc, il mime en général une surélévation de la coupole diaphragmatique. Donc, on a un aspect un peu de pseudocoupole. Et là, sur la radiographie, comment on va le reconnaître? Le sommet de la pseudocoupole en position qui est anormalement externe. La poche à air gastrique, si vous vous rappelez, on avait dit qu'elle devait être à 1,5 cm de la coupole diaphragmatique. Donc, s'il y a beaucoup plus d'espace, donc on suspecte un épanchement sous-pulmonaire. Et puis, les vaisseaux pulmonaires de la base droite ne sont plus visibles de face au-dessus de la pseudo-coupole. Donc, si on a un doute, on fait ce qu'on appelle un cliché positionnel. Donc, et là, on aura le liquide qui va aller vers la position d'équilibre ou on va faire une échographie. Donc, on a un peu parlé de l'épanchement de la grande cavité pleurale qui est libre, qui n'est pas cloisonnée, qu'il s'agisse d'un épanchement de moyenne abondance, de grande abondance ou sous-pleural. Maintenant, nous allons passer à l'épanchement pleural qui est cloisonné. Il peut siéger n'importe où et il est provoqué par des adhérences entre les différents piliers pleuraux. Donc, quand on a un épanchement pleural cloisonné périphérique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une opacité qui est homogène, comme dans ce schéma, qui est bien limitée, qui a un aspect un peu lenticulaire et qui se raccorde en pente douce avec la paroi. On peut avoir une association avec d'autres signes comme un comblement du cul-de-sac. Normalement, c'est l'écho et le scanner qui vont nous donner la topographie et le contenu de cet épanchement. Les étiologies en général, quand un épanchement est cloisonné, ça veut dire que son contenu n'est pas totalement liquidien pur. Donc, on peut avoir un épanchement en plèvre symphysée ou un épanchement purulent. Donc, sur le scanner, vous voyez bien qu'on a cette sorte d'image lenticulaire. Le contenu, quand on mesure la densité au milieu, c'est un contenu liquidien, mais c'est une sorte de lésion qui est bien collectée. Donc, à côté de cet épanchement cloisonné, on a ce qu'on appelle les épanchements scissuraux. Les épanchements scissuraux, en fonction de leur localisation au niveau de la petite ou de la grande scissure, de face, on peut avoir un aspect pseudo-trompeur qui simule une opacité parenchymateuse. De profil, on a un peu le diagnostic parce que cette opacité, elle suit elle suit la scissure, elle a des bords qui sont nets et convexes. Donc, la petite scissure, ça réalise une opacité dense et homogène avec des limites qui sont souvent convexes vers le parenchyme pulmonaire sain, donnant un aspect d'image en navette. Donc, voilà
on a un peu terminé avec l'épanchement pleural liquidien, s'il vous plaît. C'est pour ce que je voudrais que vous reteniez, c'est surtout l'aspect de l'épanchement pleural liquidien libre de moyenne et de grande abondance. On passe maintenant à l'épanchement non plus liquidien, mais aérique. C'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Donc, c'est la présence d'air entre les deux feuillets pulmonaires. Il est dû à une communication de la cavité pleurale avec le poumon ou avec l'extérieur. Donc, comment le reconnaître sur le plan radiologique? C'est toujours en fonction de son abondance. Quand on a un pneumothorax de moyenne abondance, donc comme c'est de l'air, donc ça va être une clarté, donc ça va être noir. Donc cette clarté, cette hyperclarté plutôt, elle va être extra-parenchymateuse, elle est là. Donc elle est périphérique, supérieure, latérale, externe. Elle ne contient aucune arborisation vasculaire. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le poumon, tout en étant noir, parce qu'il contient de l'air, n'est pas totalement homogène puisqu'il contient de la trame vasculaire. Donc, cette hyperclarté qui est pathologique, qui est extra-parenchymateuse, ne va pas contenir de trame vasculaire. Elle est séparée du poumon, car parce qu'il y est ce qui vous est montré ici par la flèche, donc sur cette bande plutôt opaque, qui correspond à la plèvre viscérale. Donc ça, c'est l'aspect d'un pneumothorax de moyenne abondance. C'est une hyperclarté périphérique supérieure, latérale, externe, qui ne contient aucune arborisation vasculaire et qui est séparée du poumon par une fine bande opaque correspondant à la plèvre viscérale. Alors, vous vous rappelez que parmi les incidences dont on avait parlé, c'est-à-dire les plans d'exploration radiographie thoracique, on avait dit que normalement on fait un cliché en inspiration profonde, mais on peut faire parfois un cliché en expiration quand on suspecte un pneumothorax de faible abondance. C'est juste une notion qu'il faudra aussi retenir. Sur le scanner, donc on n'a pas vraiment besoin de faire un scanner pour le diagnostic d'un pneumothorax. Mais si on fait un scanner, on va voir comme sur cette image scanographique en fenêtrage parenchymateux, nous allons voir, donc vous voyez bien que c'est un décubitus dorsal, donc l'air, il va monter en haut, donc ça c'est antérieur et ça c'est postérieur. Donc nous allons voir cette hypodensité aérique qui a une topographie antérieure et avec un décollement du parenchyme, donc ça c'est le poumon décollé qu'on voit par là. Donc, ça, c'est pour l'épanchement aérique de moyenne abondance. Quand on a un épanchement de grande abondance, c'est ce qu'on appelle le pneumothorax compressif. Ce qu'il faut déjà savoir que c'est une grande urgence, c'est-à-dire il faut de façon urgente faire le diagnostic et aller vider cet air parce que cet air, il va comprimer le poumon et il peut donner, il peut engager le pronostic du patient. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a un épanchement, un pneumothorax de grande abondance? Ce qu'il y a, c'est que le poumon, que vous voyez ici, qui est représenté là, va être collabé. Donc, il ne va plus être fonctionnel. Donc, vous avez cette grande hyperclarté qui intéresse tout le poumon gauche et qui ne contient pas d'arborisation vasculaire en comparant, par exemple, par rapport au côté droit. Ce poumon est collabé, donc avec un collapsus pulmonaire, vous le voyez ici sur le schéma, et sur le scanner, vous voyez le poumon qui est collabé avec de l'air qui comble quasiment toute la cavité, l'hémicavité thoracique gauche. Après, comme toujours c'est un néovolume, donc il y aura un effet de masse sur les structures avoisinantes, donc on aura un refoulement du médiastin que vous voyez ici. Et puis, il y a aussi un abaissement de la coupole diaphragmatique vers donc, un abaissement de la coupole diaphragmatique. Alors, quelles sont les étiologies du pneumothorax? Les étiologies du pneumothorax, ils sont surtout soit traumatiques, donc le traumatisme qui fait rentrer de l'air à l'intérieur de la cavité pleurale. On peut avoir aussi un pneumothorax spontané par l'éclatement d'une bulle d'emphysème. Et puis le pneumothorax aussi, il peut survenir chez les patients asthmatiques. Donc vous voyez ici, donc on a des lésions
d'emphysème pulmonaire, donc c'est des lésions aériques à l'intérieur du poumon. Et là, nous avons un pneumothorax du côté droit. Alors, on a vu l'épanchement pleural liquidien, l'épanchement pleural aérique, on peut avoir les deux. Et c'est ce qu'on appelle l'hydropneumothorax, c'est-à-dire l'association d'un épanchement liquidien et d'un épanchement gazeux. Alors, la sémiologie, elle va associer un peu les deux. Quand on fait une radiographie de face en position debout, donc le liquide, il va descendre en bas, c'est ce que nous allons voir ici, et l'air, il va monter en haut, et donc on aura un niveau hydroaérique. Le scanner, qui n'est pas toujours nécessaire, on peut faire le diagnostic d'un hydropneumothorax sur la radiographie simple. Donc, on aura une hypodensité liquidienne que vous voyez ici, qui est surmontée par de l'air. Alors, les étiologies de l'épanchement pleural mixte, il peut être spontané par l'ouverture d'une cavité pulmonaire dans la plèvre ou secondaire après une ponction ou une plaie. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de retenir l'aspect du pneumothorax qui soit de moyenne ou de grande abondance et l'aspect de l'épanchement pleural qui soit de moyenne ou de grande abondance. On passe à quelque chose qui est plus rare, mais qu'il faut connaître aussi, c'est l'atteinte tumorale, donc le comblement tissulaire de l'espace pleural. Alors, il peut s'agir de tumeurs malignes ou bénignes. Alors, en tout ce qui est pathologie tumorale, bien sûr, le scanner a beaucoup plus d'importance diagnostique, de performance diagnostique que la radiographie. On peut avoir un aspect variable. On peut avoir une opacité solitaire de taille variable qui peut être sphérique ou ovoïde, qui est parfois lobulée et qui est bien limitée sur son versant pulmonaire. On peut avoir un épaississement pleural diffus et qui est étendu sur au moins le quart de la paroi thoracique. Un épanchement pleural peut être associé aux deux lésions prédécrites. Donc, vous voyez par exemple sur ce cliché, cette image scanographique, on est en fenêtrage médiastinal. Donc, vous voyez cette masse pleurale qui est tissulaire, qui est rehaussée après injection de produits de contraste et qui ne s'associe pas du tout d'épanchement ni d'épaississement pleural. Les principales étiologies, comme j'ai dit, elles peuvent être bénignes ou malignes. Ce qu'il faut connaître surtout, c'est les métastases pleurales qui sont fréquentes au cours du néobronchique ou mammaire. Et puis, il y a aussi les tumeurs malignes primitives qui sont dominées par le mésothéliome pleural. Les calcifications pleurales, c'est une possibilité, mais qui devient de plus en plus rare. Donc, on fait le diagnostic sur la radiographie standard par la présence d'opacités linéaires qui sont parallèles à la paroi thoracique ou au diaphragme médiastin et qui peuvent être parfois nodulaires ou en masse. En incidence non tangentielle, ces calcifications peuvent prendre un aspect d'opacité bien limité, irrégulière ou hétérogène. Donc, vous voyez ici un cas très important de lésion calcifiée et qui dessine, si vous voulez, un peu la plèvre, donc, et avec la rétraction de tous les hémithorax droits, ce qui correspond à des calcifications qui sont séquelaires. La TDM, elle montre parfois mieux les calcifications quand elles ne sont pas très importantes. Vous voyez ici, donc là, on a la plèvre qui est normale, qui n'est pas calcifiée, et là, en parallèle à la côte, là, c'est la côte, et là, vous voyez des calcifications qui sont pleurales, qui sont linéaires. Les principales calcifications pleurales ont plutôt une origine bénigne comme la tuberculose et rarement en rapport avec une pathologie maligne comme le mésothéliome. Donc voilà, j'ai fini avec le syndrome pleural. Retenez surtout syndrome pleural, épanchement pleural liquidien et aérique. Alors, en fait, le syndrome bronchique, il est couplé à ce qu'on appelle aussi les troubles de ventilation et nous allons voir pourquoi. Dans notre plan de cours, nous allons définir le syndrome bronchique, dire un mot sur ce que c'est comme signe radiologique, comment on va le reconnaître, et dire aussi ce que c'est que les troubles de ventilation qui sont en fin de compte les signes indirects de ce syndrome bronchique. Alors, il s'agit des manifestations radiologiques des affections bronchiques qui se composent soit de signes directs
qui correspondent à un épaississement des parois bronchiques, à une dilatation des bronches ou à une hypersécrétion, ou de signes indirects qui correspondent à des troubles de ventilation. Les signes directs, la première, donc c'est ce qui est important dans ce chapitre aussi, c'est de connaître un peu cette sémiologie radiologique de base. Donc, les signes directs du syndrome bronchique, c'est d'abord l'épaississement bronchique. Normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les bronches ne sont pas visibles que sur la radiographie standard qu'au niveau du IL, parce qu'elles ont un grand calibre. Sur le scanner, elles sont beaucoup plus visibles en périphérie sur les 2/3 internes du poumon. Donc, on analyse mieux tout ce qui est pathologie bronchique plus sur le scanner que sur la radiographie standard. Alors, le premier signe du syndrome bronchique, c'est l'épaississement bronchique. Cet aspect va être étudié sur la radiographie thoracique et cet aspect va être différent selon la direction de l'axe bronchique par rapport à celle du rayon X. Vous vous rappelez que le rayon, normalement, quand on fait une incidence de face, qui est l'incidence de base, donc le rayon va être horizontal, il va aller d'arrière en avant, donc en postéro-antérieur. Et donc, selon la direction de la branche, nous allons avoir une représentation différente de l'image radiologique. Donc, on peut avoir ces images en raies qui sont ici représentées sur cette radiographie. Donc, ces images en raies qui correspondent à des opacités linéaires parallèles dessinant au milieu des clartés discrètement convergentes vers la périphérie. Donc ça, c'est un aspect d'épaississement bronchique. On peut avoir un aspect comme ce qu'on a sur cette coupe scanographique de images en anneau, parois bronchiques entourées, épaissie, entourant une lumière radio transparente. Et le souvent accompagné de la branche que vous voyez ici qui est dense et qui siège surtout au niveau des régions périhilaires. Donc, l'aspect en raie et les images en anneau. Donc, en plus de l'épaississement bronchique, il y a le deuxième signe direct du syndrome bronchique qui est la dilatation des bronches. Donc, une augmentation du calibre des bronches. Donc, sur la radiographie standard, qu'est-ce que nous allons avoir? On aura une perte de parallélisme des parois bronchiques. Normalement, les bronches, elles sont quasiment identiques, les mêmes. Donc, on aura une perte du parallélisme, on aura une dilatation, on aura une visibilité, même en périphérie, comme dans ce cas. Le scanner est beaucoup plus parlant, donc, puisqu'on va avoir une augmentation du calibre qui est beaucoup plus nette et cette augmentation du calibre est jugée par rapport surtout à l'artère homologue. En général, il y a une branche qui est à côté d'une artère, donc quand on a une augmentation du calibre de la branche, ça se voit très bien par rapport à l'artère qui est à côté. Et donc, voilà, donc des dilatations de branches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dilatations de branches ou les bronchectasies, il y en a différents types. Donc, on a les bronchectasies cylindriques, comme dans ce cas. Ces bronchectasies cylindriques, c'est des clartés tubulées qui s'étendent vers la périphérie pulmonaire sans réduction du calibre de la bronche. Donc, on a quasiment le même diamètre. Les DDB variqueuses ou moniliformes, on a une succession de zones dilatées et de zones rétrécies. Donc, on aura un peu cet aspect. Et puis, enfin, les dilatations qui sont kystiques ou saculaires, donc, et qui donnent un peu une image de kyste, parce que il y a des cavités qui ont une paroi, qui ont un aspect ectasié comme un sac. Donc, il faudra retenir ces différents aspects de DDB cylindrique, moniliforme ou saculaire. Donc, vous voyez sur ce scanner donc, des images de grosses images de DDB kystique et là, donc des images plutôt de DDB qui sont cylindriques. Bien sûr, l'étude, elle se fait sur une succession d'images. Par exemple, on peut parfois prêter à confusion avec d'autres images aériques, mais en suivant un peu la succession et en voyant qu'il s'agit effectivement de branches, on aboutit au diagnostic de dilatation de branches.
Les étiologies des dilatations des bronches, elles sont diverses. Elles sont bien sûr dominées par les causes infectieuses, notamment la tuberculose, par les obstructions intrinsèques ou extrinsèques, mais on peut avoir aussi des DDB congénitales, notamment dans une mucoviscidose ou un déficit en hémoglobine A. Et toujours savoir que le scanner est beaucoup mieux adapté pour l'étude des DDB. Donc, on a parlé d'épaississement bronchique. Il faudra le distinguer, comme on a dit, de l'épaississement péribronchovasculaire qu'on a vu sur le syndrome interstitiel. Donc, épaississement bronchique, dilatation de bronche. Et le troisième signe, c'est le comblement bronchique, qui est la présence de sécrétion en quantité excessive dans la lumière bronchique, ce qui va entraîner la formation de bouchons muqueux qu'on appelle impaction mucoïde. Cette obstruction bronchique, peut aboutir à des bronchectasies qui sont mal drainées et dont qu'on qualifie de bronchocèles. Alors, comment ça va se traduire sur les images radiologiques? Ça va être en fonction, comme ce qu'on a vu sur la radiographie par rapport aux épaississements bronchiques, en fonction de la direction de l'axe bronchique par rapport au faisceau de rayon X. On peut avoir des images tubulées en doigt de gant, en V ou en Y, ou on peut avoir des images nodulaires. Donc, vous voyez ici, donc sur cette TDM, coupe axiale, on voit des images de comblement par des sécrétions donnant un aspect d'impaction mucoïde. Vous voyez que cette branche est quasiment totalement comblée avec juste une persistance d'un petit point qui est aérique, alors que cette branche l'est moins, on a un peu plus d'air. Donc, sur une reconstruction coronale, nous avons cet aspect tubulé que nous avons ici, avec un aspect un peu en Y, comme dans ce cas, et on reconnaît la branche en la suivant, mais avec un comblement à l'intérieur de la lumière. Alors, voilà les signes directs du syndrome bronchique. Donc, épaississement, dilatation et comblement interne. Et il y a les signes indirects qui correspondent aux troubles de la ventilation. Donc, ces signes indirects, il y en a deux. Il y a l'atelectasie, ce qu'on appelle aussi le collapsus, et on a le piégeage. Donc, l'atelectasie, c'est quoi? L'atelectasie, c'est une diminution du volume pulmonaire avec augmentation de la densité du parenchyme pulmonaire par différents mécanismes. Il peut s'agir d'un obstacle tumoral, d'une compression extrinsèque, donc un mécanisme passif, d'une rétraction fibreuse donc, par un mécanisme cicatriciel ou par une altération du surfactant qui va donner cette réduction du volume pulmonaire. Alors, comment on va reconnaître une atelectasie sur une radiographie thoracique? Donc, on va prendre comme type de description un collapsus systématisé qui n'est pas aéré. Donc, les signes directs du collapsus, c'est une opacité triangulaire que vous voyez ici, qui a un sommet qui est hilaire, qui a une base périphérique, pariétale ou diaphragmatique. L'important pour la différencier de l'opacité de type alvéolaire, comme on a dit, qu'il y a un déplacement des scissures. Vous voyez ici la petite scissure, elle est attirée vers le haut, donc elle est concave vers le lobe sain. Donc, je vous ai déjà montré cette image, donc d'une opacité alvéolaire qui n'est pas rétractile et d'une atelectasie. On a ici une attraction, donc une petite scissure qui est attirée vers le bas et donc son bord est concave vers le poumon sain. Les signes indirects, donc en plus de l'opacité, on va avoir des signes de rétraction. Donc, imaginez un peu que c'est le contraire de ce qu'on a vu au cours de l'épanchement pleural. Donc, l'épanchement pleural, c'est un néovolume qui va occuper de l'espace et qui va refouler toutes les structures molles adjacentes. Il ne va pas refouler la cage thoracique, le cadre osseux, mais il va refouler la coupole diaphragmatique, il va refouler le médiastin. Maintenant, c'est le contraire, c'est une perte de volume pulmonaire. Donc, il y aura un comblement de cette perte. Par quoi? On aura une déformation, un déplacement des îles, une expansion du parenchyme de voisinage, une élévation de la coupole diaphragmatique, un déplacement des structures médiastinales, donc qui vont être attirées vers le côté pathologique. Et on aura un pincement des espaces intercostaux. Regardez par rapport au côté normal. Et donc là, on a, avec cette atelectasie, on a un pincement des espaces intercostaux. Donc,
Ça, c'est les signes qui permettent aussi de dire que devant cette opacité hémithoracique, au lieu de dire que c'est un épanchement, par exemple, un épanchement pleural, que c'est plutôt une atélectasie, parce qu'on a des signes de rétraction. Alors, on a des aspects particuliers, notamment le signe de Golden. Le signe de Golden qui est étudié sur une incidence de face. Donc, quand on a un collapsus, on a en plus une masse qui est là, qui est convexe sur une petite fissure concave vers le bas. J'entends un problème? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Donc, on a un aspect de S inversé et ça nous évoque une pathologie tumorale, notamment un néobronchique. On peut avoir des atélectasies en bande, comme ces lignes en bande que vous voyez ici, surtout au niveau des lobes inférieurs. Et on peut avoir un collapsus qui contient de l'air et là, le diagnostic va être plus difficile. Donc, retenez s'il vous plaît les différents signes de l'atélectasie, donc le signe direct et les signes indirects. Le scanner, il a surtout, donc on peut le faire pour vraiment attester qu'il s'agit d'une lésion rétractile, qu'il s'agit d'une atélectasie, et ça va se présenter par analogie à la radiographie thoracique comme ça. Donc, on aura une condensation qui est triangulaire à base hilaire plutôt à base périphérique et à sommet hilaire. Et là, on voit les vaisseaux à l'intérieur. Donc, mais c'est surtout pour faire un peu le diagnostic étiologique. Donc, pourquoi il y a cette obstruction? Pourquoi il y a cette perte de volume? Donc, surtout à la recherche d'une tumeur qui peut être obstructive ou d'autres causes d'obstruction bronchique. Donc, comme j'ai dit, donc c'est surtout le cancer. Chez l'enfant, il faut penser aux corps étrangers qui sont très pourvoyeurs d'atélectasie. Et puis, on peut avoir aussi des compressions extrinsèques, notamment par des adénopathies. Alors, ça, c'est pour l'atélectasie ou le collapsus. Donc, on a son contraire, si vous voulez. Donc, au lieu d'avoir une perte de volume, on peut avoir au contraire un emprisonnement d'air à l'intérieur d'un volume pulmonaire. C'est ce qu'on appelle le piégeage. Donc, c'est un territoire pulmonaire dont le volume ne diminue pas ou peu lors de l'expiration. Parce que vous savez, quand on inspire, on fait rentrer de l'air à l'intérieur du poumon. Quand on expire, on le fait sortir. Donc, quand il y a cet air ne peut plus sortir, donc on parle d'un piégeage. Donc, en général, c'est un obstacle sur les voies aériennes et qui peut être de différentes origines, donc qui peut être en rapport avec une obstruction qui peut être complète ou incomplète ou à une bronchoconstriction, notamment dans le cadre de la maladie asthmatique. Alors, le piégeage, ça va se présenter comment? Sur la radiographie standard, déjà, pour faire le diagnostic, on aura sûrement besoin de faire un cliché en expiration pour étudier un peu cette absence de modification franche entre l'inspiration et l'expiration. Donc, en inspiration profonde, on a une hyperclarté qui est localisée ou diffuse avec augmentation des dimensions du poumon. Alors, quand on fait un cliché en expiration, on a, au lieu d'avoir une réduction du volume pulmonaire, on a au contraire une accentuation. C'est soit que l'hyperclarté s'accentue et le volume, il reste quasiment identique ou il diminue peu. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un piégeage. Donc, c'est une hyperclarté qui ne va pas tellement changer au cours entre l'inspiration et l'expiration. Et un peu le contraire de l'atélectasie, donc on va avoir des signes de distension associés, c'est-à-dire on aura un aplatissement de la coupole diaphragmatique, un élargissement des espaces intercostaux, un bombement des fissures et un refoulement du médiastin vers le côté sain. Donc sur le scanner, on peut avoir ce qu'on appelle cette image en mosaïque et qu'il ne faut pas prendre pour un verre de Pauly. En fait, c'est une image de piégeage, donc des zones qui restent
aérées, alors que normalement, au cours de l'expiration, elles ne doivent plus l'être de façon aussi nette. Les étiologies, comme je l'ai dit, c'est un obstacle. Il peut être proximal, tumeur, corps étranger, compression extrinsèque, ou ça peut être des bronchopneumopathies, notamment l'asthme et l'emphysème. Voilà. Donc, j'ai terminé un peu avec les syndromes radiologiques. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez retenir un peu les signes radiologiques du syndrome alvéolaire, de l'opacité alvéolaire, les différents signes radiologiques du syndrome interstitiel, les signes radiologiques de l'épanchement pleural liquidien, qu'ils soient de moyenne ou de grande abondance, du pneumothorax de moyenne et de grande abondance, et de la télectasie pour la reconnaître, ces signes directs et indirects. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à vous.